Comment tu vas, Harold? Ça va nickel et toi? Ça va, merci d'être venu. Hein. Bah, je suis trop content, ça fait bizarre de te voir dans un cadre qui est différent de celui d'un ring, mais je suis trop content, vraiment. C'est vrai. Et déjà, t'es le premier invité sur CEO in the Ring, tu le sais ça? Eh ben écoute, tu m'en as un peu parlé. Tu m'en as parlé avant l'épisode, je suis trop content en vrai. Franchement, quand tu m'en as parlé, je t'ai dit bête de concept, bête de sujet, et ça me fait plaisir que tu m'aies invité, que je sois le premier. J'espère que tu mets la pression, j'espère que tu vas être content. Merci en tout cas d'être venu. Et j'ai une première question pour toi. Quand on vit dans le deep un petit peu, c'est qu'est-ce que ça t'a fait vraiment au fond de toi de monter sur le ring devant 500 personnes au Gala du Temple? C'était quoi les sensations que tu as vécues? On commence cash? On dirait cash, direct. Honnêtement, c'est ouf parce que je suis quelqu'un d'assez stressé, en vrai de vrai. Enfin, ça dépend des sujets, mais j'ai tendance à être stressé de manière générale. Et là, en arrivant au temple, en voyant tout le monde, j'étais pas si stressé que ça. J'étais plutôt emballé, excité de ouf à l'idée de monter sur le ring, tu vois. Le moment où je suis monté sur le ring, ça commençait à aller mieux, j'étais content, j'étais dans le truc. Par contre, à partir du moment où j'ai commencé à entendre le petit ding ding ding, et que là je me suis dit ok, c'est live, c'est maintenant, je me rappelle la sensation de ne plus avoir de salive dans ma bouche. D'un coup, mon rythme cardiaque il commence à doubler, et je me dis, genre limite c'est... je commençais à voir un petit peu en trouble, tu vois, le bordel. Et on arrive, et direct, en plus, on se met des grosses pêches. On était quand même plus de 90 kilos. On s'est mis un peu. Donc, j'ai eu un espèce de mélange d'émotions en même pas 10 minutes, tu vois, qui a varié. Mais c'était incroyable. C'était incroyable. J'ai trop kiffé. Franchement, c'était une expérience de dingue. Vraiment. Est-ce que ton coach, du coup, on peut parler de lui et on lui passe le bonjour d'ailleurs. Ouais. C'est Iles, c'est ça? Ouais, Iles, exactement. Est-ce qu'il t'a aidé? Est-ce que certains mots ont changé ta perception du moment, t'ont permis d'avoir moins de stress, que ce soit avant, dans le vestiaire, ou même quand t'es monté sur le ring, comme tu m'as dit juste avant d'y aller, quoi. D'y aller, ouais, franchement, de ouf. Déjà, dans le vestiaire, j'ai trop aimé l'attitude qu'il a eu vis-à-vis de moi, parce que il y avait quand même un peu de pression qui montait, forcément, j'essayais de me mettre dedans. Et il a été là, suffisamment, mais pas trop, c'était pas too much, tu vois. Okay. J'ai vu d'autres coachs qui étaient, et c'est très bien, je dis pas qu'il y a une bonne ou une mauvaise pratique, mais par rapport à moi, je trouve que ça collait bien, c'était de se dire, on y va, on charbonne, on s'échauffe, dans le silence, et on se met dedans. Versus, tu vois, trop en faire en disant genre, vas-y, let's go, on y va, on est comme des champions. Tu vois, il l'a fait de manière assez modérée. Moi, ça a su me parler de dingue. Et sur le ring, je me rappelle que j'entendais sa voix, j'essayais vraiment de capter entre les gens qui crient, etc. Et vraiment ton coach qui te donne des indications. Et j'arrivais à catcher les 2-3 mots qu'il me donnait en mode bloc contre. Et tu vois, rien que ça, j'avais un espèce d'automatisme qui faisait que je bloquais, je contrais direct. Donc j'ai vraiment senti il a eu un impact dans la manière de boxer et dans ma prépa de manière générale. Donc franchement, je pense j'ai gagné alors à 1 point, c'était très serré. J'ai vu la vidéo. Mais honnêtement, je pense que, enfin, c'est même certain, il a su me faire passer le gap, c'est entre être préparé et être vraiment bien préparé. Et franchement, je suis trop content d'avoir été accompagné par Iles, quoi. Ok. Et je pense que ces mots-là, ils lui feront beaucoup plaisir. Après, comment t'arrives à retranscrire ça dans ta manière un petit peu de manager? Est-ce qu'il y a des choses que t'as pu voir chez lui en tant que coach? Moi, ce qui m'intéresse, c'est un petit peu d'entrer vite dans ça et voir un petit peu comment ce que t'as ressenti en tant qu'élève avec lui, ça a pu t'aider, changer chez toi, dans ta manière de manager peut-être tes équipes ou même dans ton quotidien, dans ta vie... dans ton vie de famille, etc. Right. Alors sur mon quotidien avec mes équipes, donc on est 35. J'avais des middle managers au démarrage, donc moi je manageais mais ce qui est déjà pas mal, 4 personnes qui eux manageaient leurs équipes. Là on a changé depuis peu et je suis en opérationnel, donc en direct avec beaucoup plus de personnes chez Com dans ma boîte. Et c'est vrai que j'ai souvent eu un réflexe de vouloir faire à la place des gens. C'est-à-dire que quand des choses étaient faites mais que c'était pas parfait, je disais merci, nickel, et puis moi je repassais derrière et j'essayais d'y mettre ma touche, etc. Je pense que c'est bien dans un sens parce que j'ai toujours cette espèce d'envie de perfectionnisme, tu vois, sur tous les sujets sur lesquels on intervient avec Com, mais je pense que c'est pas la bonne manière de faire pour pouvoir faire monter en compétence des gens de manière générale. Il faut les responsabiliser, il faut leur expliquer pourquoi est-ce qu'on peut faire mieux, comment est-ce qu'on peut faire mieux, et c'est un truc que j'ai pas forcément fait, c'était pas un réflexe, tu vois, que j'avais. Quand Iles, c'était un peu tout l'inverse dans la manière dont il m'a coaché, c'est de montrer en disant voilà comment on met une vraie droite, voilà le mouvement, regarde, donc là tu as de la théorie et il me montre. Ensuite il y a la pratique, c'est fais-le, et quand je le fais, du coup il réaxait correctement mon bras pour pouvoir me rendre compte d'avoir la sensation, tu vois, de la bonne droite, et je pense que c'est en expliquant 1 fois, 2 fois, 5 fois, 10 fois, c'est dans la répétition que tu commences à voir que des progrès sont faits, et qu'ensuite
c'est plus un sujet, tu peux passer ensuite au crochet. Et c'est la même chose pour mes équipes, c'est plutôt que de me dire le bien suffit et on passe à l'autre chose, c'est vraiment de se dire tant que c'est pas parfait, on passe pas à la suite. Et donc pour te conclure tout ça, je pense que l'approche que tu dois avoir dans le management et que je fais en lien avec la boxe, c'est de se dire que la répétition, elle est impérative pour pouvoir vraiment aller chercher la perfection. Et c'est une fois que tu as trouvé ton point de perfection que tu peux passer à la suite. Et il faut pas négliger, tu vois, ce niveau d'expertise et de perfectionnisme sur les sujets sur lesquels tu t'interviens. Donc voilà, très longue réponse pour quelque chose de relativement court. C'est justement ce que j'attendais. Mais voilà, donc tu vois, je vois le parallèle entre la manière dont il laisse m'a coaché et la manière dont je devrais manager et piloter mes équipes. Ouais, surtout quand en coach, t'as pas souvent, en théorie, tu ne peux pas être sur le terrain, donc tu vois la responsabilité de préparer une personne ou des équipes. Et derrière, c'est à peu près la même chose. C'est pour ça que j'aime bien faire le pont entre ce qu'on a comme quotidien en tant qu'entraîneur, et également ce qu'on peut avoir en tant que manager, en tout type d'équipe. C'est clair. Et qu'est-ce que ça a changé du coup dans ton quotidien aussi, la boxe, la pratique de la boxe, dans ta perception, on va dire, de la peur, de l'échec aussi, mais surtout aussi dans ta confiance en soi, et je dirais même aussi dans ta manière d'interagir avec les gens, que ce soit dans le conflit, que ce soit maintenant je leur mets des gauche-droite. En général, j'aime bien dire si je dois parler de moi, par exemple, je sais que la boxe, ce qui a changé, c'est déjà, je suis beaucoup plus prudent. J'essaie d'avoir une vision un peu plus périphérique à chaque fois qu'il y a un conflit ou juste une discussion que j'ai avec quelqu'un. Qu'est-ce que toi, personnellement, ça a changé ? Déjà, ça te rend bien humble, la boxe, parce que je pense que ce que tu imagines de la boxe et la réalité quand tu es sur un ring, il y a un décalage qui est énorme. Moi, quand je voyais donc les boxeurs et la boxe anglaise, j'avais vraiment le sentiment, même en ayant un peu de recul, mais j'avais le sentiment que c'était relativement facile. C'est que les points. T'as une garde, ça va. En fait, tu montes sur ring, j'étais rincé comme n'importe quelle personne qui commence la boxe et un sport de combat et un sport de manière générale. Mais je trouve que l'anglaise est encore plus dur parce que finalement c'est que les points. Et donc quand c'est que les points, ça veut dire que un rien fait la différence. Et donc du coup, quand je suis monté sur le ring et que je me suis rendu compte qu'en fait j'étais très mauvais et que je me suis fait éteindre par des gens qui étaient 3 fois plus petits que moi, je me suis dit prends un peu de recul. On est humble et on répète, on travaille, on recommence, on s'améliore pour pouvoir vraiment réussir à avoir un niveau qui soit correct. Et de manière, donc si je fais le parallèle avec le business, c'est un peu la même chose. C'est, tu vois, je pourrais me dire, entreprendre c'est bien, on fait un peu plus de 3 millions, c'est génial. Mais finalement, quand tu regardes un petit peu ce qui se fait à droite, à gauche, quand tu rencontres, quand tu échanges avec des gens, tu te dis qu'en fait, ce que tu fais c'est bien. En fait, faut être humble parce que tu peux faire toujours mieux et de toute façon, tu dois avoir un espèce de sagesse, tu vois, dans la manière d'entreprendre les choses de manière générale, que ce soit à la boxe ou dans l'entrepreneuriat, de se dire, en fait, tu le fais pas pour le regard des gens, tu le fais pas pour dire, tu vois, je me suis mis à la boxe, je suis un dur, tu le fais en fait juste pour toi, pour essayer de t'améliorer et que entre la veille et le lendemain, t'arrives à avoir un tout petit peu d'amélioration. Et le vrai focus pour moi, et c'est ce que je fais depuis un long moment en perso et en pro, c'est juste regarder qui j'étais hier ou la semaine dernière ou l'année passée, et est-ce que je vois que j'ai une marge de progression dans les résultats de ma boîte, est-ce qu'on fait plus, est-ce qu'on fait mieux, est-ce que les équipes sont satisfaites ou non, tu vois, de bosser chez nous, est-ce que moi je me sens épanoui ou pas, et je me focus là-dessus. Quant au tout démarrage, au niveau de la boxe et de l'entrepreneuriat, j'avais forcément une boxe qui était adaptée au regard des autres. Tu vois, parfois tu tapes un peu plus fort parce que tu veux faire un peu le mec. T'es dans la réaction. Ouais, parfois quand t'entreprends, tu vas mettre en avant ton chiffre d'affaires tout le temps. Tu vas dire non, on fait ci, on fait ça. Finalement, plus le temps passe, plus tu prends un peu de maturité, plus tu prends un peu de recul et plus tu dis qu'en fait, tranquille, faut y aller avec modération, avec sagesse. Et je trouve que j'y trouve plus de satisfaction à avoir cette approche, tu vois, qu'un truc trop lié au regard des gens. Et puis en plus c'est dangereux. Moi je suis dans un environnement de la communication, donc on communique énormément sur les réseaux, sur LinkedIn, on est toujours exposé aux likes, aux commentaires, donc tu vois on est tributaire de ça. Et j'ai fait gaffe depuis quasiment 2 ans et encore plus depuis que j'ai ma fille depuis 1 an, à prendre du recul avec ça et de ne pas corréler la qualité de mon travail et ou mon bien-être au like des gens, à la manière dont on perçoit mon travail. Et j'essaye de prendre du recul, je fais le truc le mieux possible. On en revenait à la première partie de l'interview, je te disais d'être pro dans ce que je fais, de faire, de répéter, d'être excellent. Et je le fais pour moi. Et finalement, je sais que ça servira les gens et c'est très bien, mais je suis plus tributaire de ces likes et du regard des gens de manière générale. Ouais, la perception, en plus, ça dépend. Il y a des personnes, c'est les goûts et les couleurs, comme on dit. De fou, exactement. Et dans le sport, c'est un peu pareil. Ouais, il y en a qui aiment bien Cristiano, il y en a qui aiment bien Messi. Ouais. Après, le débat, je vais pas le lancer. Vas-y, alors, dis-moi la réponse, c'est quoi?
Moi, je préfère Messi. C'est vrai? Ok. Ça, c'est dit. Ok. Premier épisode, déjà, je me mets des gens dans le dos, mais c'est pas grave. La moitié de dislike déjà. Alors, j'adore Cristiano, hein, tu vois. D'ailleurs, enfin, je sais pas, c'est pas du tout de la pub, mais Whoop, j'ai un petit peu pris le bracelet Whoop parce que j'ai vu Cristiano avec. J'adore la personnalité, j'adore ce qu'il retranscrit, mais après, voilà. Ouais. Mais au final, c'est pareil, c'est des goûts et des couleurs. Et je pense que, comme tu as dit, dès qu'on s'attarde sur ce que les gens ressentent, ce que les gens pensent de nous, c'est pas forcément. Ouais. Puis tu vois, je trouve qu'on est dans une période où il y a beaucoup de ça, tu vois, c'est les générations futures, la Gen Z et la Gen Alpha, etc. Elles sont sur les réseaux et c'est même plus un sujet, t'es sur les réseaux et le regard des gens importe tellement que je pense qu'on se doit, et moi maintenant que je suis jeune papa, tu sais, j'ai l'impression d'être maintenant le daron qui a un discours un peu de daron, mais c'est faut vraiment prendre du recul sur ça et faire très attention à pas s'enfermer dans cette spirale qui est à mon sens infernale du jugement et d'essayer de fitter par rapport au regard des gens, au regard de la société, tu sais, en espèce de standard qui est créé où il faut faire ci, comme ça et de cette manière. Et finalement, quand tu prends un peu de recul, tu te dis, bon, bah attends, j'ai pas forcément envie de rentrer dans ces cases-là, j'ai envie de construire un peu mon scénario à moi, tu vois. Et la meilleure manière de faire, c'est encore une fois de prendre du recul par rapport au regard des gens. Je sais que moi, je me sens beaucoup plus heureux depuis quasiment 2 ans parce que j'ai pris du recul là-dessus. Voilà. Ça, c'est pas corrélé avec quand t'as commencé la boxe? Mais exactement, il y a 2 ans, c'est vrai. Non, mais je pense que la boxe, tu vois, c'est un. Ouais. Alors, moi, je sais pas si je te raconte un peu mon passé, mais j'allais venir, mais vas-y. J'ai été. Alors, donc, je te raconte un peu le mood du passé, mais j'ai été donc plutôt mauvais élève, en vrai. Enfin, plutôt au fond de la classe à foutre le bordel et avoir le 10,5 qui te permet de passer à la classe d'après. Donc, plutôt à foutre un peu le bordel. Plutôt très impulsif. C'est marrant parce que je me rappelle de ça alors que maintenant je le suis plus du tout, mais j'étais très très impulsif, genre je pouvais vraiment piquer des colères, je me bagarrais énormément alors que je sais pas forcément me bagarrer mais on s'en fout, mais j'étais très très impulsif alors que je viens d'une famille extraordinaire, genre c'est vraiment chaque fois que j'en parle c'est mon point numéro 1, c'est ma famille. Je suis un peu un fils à papa, je vois mes parents tous les week-ends, tous les dimanches, je déjeune avec eux, il y a pas un moment que je loupe. Je suis un mec qui a tellement peur de la mort que je veux profiter de chaque instant et que si je vois pas mes parents une semaine, je me dis putain je loupe un truc et ça me rend bien anxiogène. Donc tout ça pour te dire que j'avais un environnement qui est propice à juste être bien et un enfant calme, tu vois. Mais en fait il y a un contexte un peu global qui a fait que j'ai jamais eu de crise d'adolescence parce que je voulais toujours que mes parents soient heureux, parce que j'ai eu dans ma famille des proches qui ont fait des crises d'adolescence un peu poussées, je me suis rendu compte de l'impact négatif que ça avait sur mes parents et je me suis dit moi ça n'arrivera jamais. Donc ce qui fait que j'ai toujours voulu avoir ce rôle d'enfant modèle, donc être toujours bien heureux devant mes parents parce que je sais que ça les rendait heureux. Mais finalement comme n'importe quel gosse de 14, 15, 16 ans, il y a un moment où putain, t'as besoin de gueuler, t'as besoin d'exploser aussi, parce que c'est ça, tu vois, aussi à cet âge-là. Et vu que je pouvais pas le faire chez moi, vu que je pouvais pas le faire devant ma famille, en fait, je le faisais derrière en faisant des conneries un peu relou, en me bagarrant parce que j'avais en moi, tu vois, une espèce de boule que je cumulais. Et il fallait que ça sorte, et quand ça sortait pas de la bonne manière, tu vois. Et voilà, donc je dis pas que je suis un enfant du hood et tout, mais juste impulsif, tu vois. Ça me permet de rentrer sur une question. Est-ce que pour toi, cette énergie, d'ailleurs, est-ce que tu avais pratiqué un sport lorsque tu étais petit? Ouais. Du coup, tu faisais du sport depuis petit ou... Ouais, j'ai fait 10 ans de karaté. J'étais ceinture marron-noir. Je pouvais même pas passer la noire parce que avant c'était à 18 ans, maintenant c'est passé à 16 et donc j'ai arrêté à 16 ans. Moi, j'ai fait pas mal de compètes et tout. Le karaté, incroyable, j'ai adoré ça. Donc j'ai toujours fait donc du karaté jusqu'à quasiment mes 14-15 ans. Et après en sport de combat, j'avais testé la Muay Thai il y a un moment mais j'ai pas aimé. Et non, j'ai fait après d'autres sports, tennis, basket, piscine, etc. Mais j'ai fait une belle partie de ma vie pendant quasiment 10 ans du karaté. Mais karaté, t'as commencé à quel âge? J'ai commencé je pense à 6 ans, je pense, un truc comme ça. 6 ou 7 ans, ouais. C'est quoi qui avait influencé un petit peu c'était les amis de l'école, c'était tes parents, c'était toi tout simplement? C'est mes parents qui m'ont mis au karaté. Je saurais plus te dire pourquoi. Je sais qu'il y avait un club dans ma ville juste à côté. Peut-être discussion au prochain dîner de famille. Hein. Exactement, de ouf. Bon, et pourquoi le karaté? Non mais de ouf. Et donc j'ai je pense tellement aimé le karaté qu'ils m'y ont laissé et j'ai adoré ça parce que tu sais t'avais 2 phases, t'avais les katas qui étaient vraiment appliqués, tu sais c'est des gestuels techniques que t'apprends et t'essaies de le faire de manière la plus professionnelle possible, et t'avais une phase combat et la phase combat j'étais pas trop mauvais et c'était génial parce que tu sais le karaté c'est pas du tout comme à la boxe où t'enchaînes plusieurs coups etc. Là c'est pendant 3 minutes tu peux te regarder avec ton adversaire et c'est un seul moment que tu vas mettre un coup
coup qui va te permettre de pouvoir gagner un point. Et c'est un sport qui est vachement posé, mais que j'ai adoré. Et parce que mon père était ancien champion olympique d'escrime, donc on avait toujours cette culture du sport à la maison. J'avais demandé, super, ok. Et donc du coup tu vois, ça a été un truc qui a été omniprésent. Moi j'ai fait du sport depuis mais vraiment 5-6 ans jusqu'à maintenant aujourd'hui 32 ans, je continue à en faire régulièrement. C'est un truc qui a drivé mon enfance et ma vie de tous les jours et de la personne que je suis aujourd'hui. Et je pense que mon père n'a pas voulu que je me mette à l'escrime. Je me rappelle avoir eu cette discussion quand j'étais très jeune où il me disait ne fais pas d'escrime, fais autre chose. Et je pense qu'il avait pas envie de créer une relation entre lui et moi qui soit sur une relation de comparaison, tu vois, de se dire bah ton papa a été champion olympique d'escrime, si toi t'arrives pas à y arriver, bah c'est que t'es moins bon que ton père. Donc je pense qu'il a pas voulu, tu vois, créer cette relation entre lui et moi. Je trouve que c'est hyper sain et que ça se tient de ouf. Je pense qu'il m'aurait pas empêché d'en faire si j'en avais envie, tu vois, mais il m'a pas poussé. C'est rare. À faire de l'escrime. Ouais, ce que j'entends, c'est rare. Ouais, bah tu sais, tu peux te dire ouais. T'es comme ça et t'as qu'une envie, c'est que ton fils reprenne le flambeau, etc. Mais il a trouvé que c'était un truc qui aurait pu créer une relation pas saine, toxique, tu vois, potentiellement. Donc je trouve ça méga. J'ai vu passer une vidéo sur ça. Je crois que c'était un. Bon, après, tu sais, il y a des situations, tout le monde dit citation d'un tel sur des tirs TikTok ou quoi, mais parfois on n'est pas sûr si ça vient vraiment du livre. Mais il me semble que c'était une citation soi-disant de Machiavel sur justement l'héritage et comme quoi il disait que il fallait un petit peu tuer le père entre guillemets. Oui. Mais c'est rare que ce soit le père qui te pousse à prendre un autre chemin. Ouais. C'est intéressant. Mais je trouve ça génial. Et tu vois, pareil pour le but c'est pas de parler de religion, mais pour la religion, tu vois, donc ma mère est chrétienne, etc. Et mon père a toujours dit, je veux pas baptiser mes enfants. C'est mes enfants qui choisiront leur voie à l'âge de raison, tu vois, à 16, 18 ans, quand ils auront du recul, ils choisiront s'ils ont envie d'être athées, s'ils ont envie d'être... peu importe, tu vois. Mais je trouve que dans cette logique de se dire, on n'impose pas nos standards et nos usages, on les laisse prendre leur voie par envie, tu vois. Je trouve que c'est hyper... Enfin, j'aime beaucoup, c'est un truc, moi, que j'ai envie d'appliquer dans l'éducation de ma fille aujourd'hui, de ma famille plus globale demain, tu vois. Mais je trouve ça bien de pas imposer ses convictions, son mode de pensée à ton gosse qui finalement est en train de se façonner, de se construire et donc du coup est tributaire en fait de ce que tu lui donnes. Je trouve que c'est intéressant et que c'est génial. Ouais, plus tu montes de portes, plus après la personne elle peut ouvrir les bonnes. Il faut 100%. juste expliquer ce qu'il y a derrière et ce qu'elle peut en décrire et en voir par la suite. Ouais. Mais ouais, c'est clair, et je suis d'accord avec toi sur ces points-là. Mais ça me permet de revenir un petit peu sur tes premiers souvenirs avec le sport, entre guillemets. Tu m'as parlé du karaté, tu m'as dit que tu avais fait ceinture marron-noir. Après, je m'y connais pas assez bien c'est pas mal. Ouais, mais t'inquiète pas, je devine bien. C'était quoi ton premier souvenir le plus marquant, que ce soit en termes de compétition ou peut-être en termes de fan aussi? Ça veut dire que bon, la génération on va peut-être dire c'est 2018. Bah moi 98, je suis né en 96, j'aurais du mal à dire ça parce que j'avais que 2 ans. Ouais. Mais c'est quoi toi peut-être en tant que fan et en tant que pratiquant ou en tant que pratiquant seulement? Le moment qui m'a le plus marqué, ça reste le karaté. Je crois qu'on avait fait une compétition, alors je sais pas si c'était d'Île-de-France ou enfin, peu importe, mais une compète qui était assez cool, qui se trouvait à Ville-d'Avray, donc dans ma ville. Et je suis arrivé en finale. Et on a fait on a dû faire plus de manches pendant la finale avec la personne qui était face à moi, mon adversaire, qui était le fils de ma coach. Ma coach, qui s'appelait Catherine, qui a été toujours ma coach pendant 10 ans. Et son fils était un bon gros loustic, assez énervé, et on avait un niveau qui était assez similaire. Et je me rappelle qu'on a tourné en se regardant, sans rien faire, pas un coup, pas un mouvement, pendant 3 minutes. On enchaînait, donc tout le monde était, tu sais, t'avais une espèce de tension qui était palpable. Et j'ai trouvé ça impressionnant. Je me rappelle encore de me dire, personne n'osait se lancer pour faire l'erreur parce que le karaté c'est beaucoup de contre et c'est un truc qui m'a marqué, tu vois. Je me rappelle comme si c'était hier, alors que je me rappelle de peu de choses de cette époque, parce que je devais vraiment avoir, mais je sais pas, 10 piges, tu vois. Et c'est un moment qui m'a marqué et qui m'a plu, parce que la compète, moi, c'est un truc qui me drive vraiment, mais dans le bon sens du terme. Et ouais, je pense que c'est the événement qui m'a le plus marqué. Honnêtement, et sans faire de pub pour la boxe qu'on parle de ça, mais le gala au temple, il y a eu un espèce de petit avant-après. J'ai adoré, parce que moi j'aime bien la fame quand même, j'aime bien quand ça brille, et puis là t'arrives dans un club de ouf, il y a des sentiments partout, des gens de guindés, machin, t'as 500 personnes et tu vas te taper. Je trouve ça trop bien le décalage, tu sais, entre une boxe qui est un peu, le sport qui est assez brutal, tu vois, en soi. Il a cette image, de fou. Même si en vrai de vrai, quand tu le pratiques et que tu fais attention, tu te fais jamais mal en soi. Mais tu vois, ce mélange entre un truc un peu élégant, chic, et un côté un peu sportif où tu te cognes, j'aime beaucoup. Donc j'irai, le karaté à mes 10 ans, et puis finalement à mes 30 ans, le gala. Le gala. Ok. Et toi? Moi, personnellement,
C'est le foot. J'avais fait du Ok. foot comme toi, à peu près à mes j'ai même pas le souvenir de l'âge. Je sais que je savais marcher, parler, j'étais déjà Ok. sur un terrain de foot. Vers 10-12 ans, quoi. Ouais, on sait jamais, hein. Ça arrive. Le mec, il faisait encore pipi à 15 ans et tout. Normal. Pas, j'en veux pas à ceux qui le font encore, mais. Donc, en soi, c'était le foot. Le foot, les tournois. Moi, ce que le foot m'a beaucoup amené, c'est cet esprit d'équipe. Ouais. Et aussi le fait que malgré qu'il y ait un esprit d'équipe, et ça revient un petit peu à ce que, après, je vais revenir sur ça, et je vais faire un parallèle sur le foot. Ouais. C'est quand je pratiquais du foot, certes, tu peux te reposer sur tes coéquipiers, mais en même temps, au bout d'un moment, ça va se voir. Ouais. Ça va se voir parce qu'il y aura une action qui va être de ton côté. Et si t'es pas prêt, si t'es pas là au bon moment, si t'es pas dans le match, ça va se sentir. Ouais. Et c'est toi qui vas faire partie de ton équipe, alors que c'est toi qui pensais que t'allais te reposer sur ton coéquipier qui était de l'autre côté, ou en face de toi, au De milieu, ouf. etc. Et donc, ça m'a poussé à prendre parfois même plus de responsabilité, je trouve, qu'à la boxe. Ok. Puisque dans les sports individuels, ce que je ressens souvent, et tu me diras ce que t'en penses, c'est que si tu te rates, tu vas dire que c'est toi, et au final, ben, ok, j'ai pas assez bossé, et puis basta. Alors que le sport d'équipe, parfois, en plus d'avoir fauté, tu dois aussi parfois remotiver tes troupes. C'est là où on voit le leader également dans une équipe. Ouais. Et je vais venir sur ça un peu en parlant du foot ou d'autres. Est-ce que toi, t'es fan un petit peu d'un sport en particulier? Écoute, que je suis en mode Pas tout le temps, mais que le tu foot suis à un petit l'ancienne. peu. Ouais, le foot à l'ancienne, le basket pas mal. Et en vrai non, là le MMA depuis peu, mais en mode Ouais. en mode le petit quand McGregor a commencé à démocratiser encore un peu plus ça, mais non, je suis pas un fervent spectateur d'un sport. En tant que fan, il y a un truc qui t'a marqué récemment? En tant que fan, cette fois-ci. Que ce soit, je te donne des exemples. Hein. Ça Ouais, peut être vas-y. une remontée d'une équipe qui était menée, ça peut être une finale, ça peut être une Coupe du Monde. Hein. Bon, 2018, c'est classique. 98, moi j'ai des souvenirs. Moi je suis dans 92, mais c'est marrant, Ok. je me rappelle encore de ouf. Mais non, un truc qui m'a déçu, c'était le combat de Mike Tyson contre Jake Paul. Parce que je suis beaucoup, moi, tous les cet univers qui est même plus vraiment lié à la boxe plus qu'à l'entertainment finalement de ce sport, tu vois. Mais j'étais assez curieux de voir le combat, qui à mon avis était merde, j'ai que le mot en anglais, ça va faire pompeux de ouf, mais rigged, tu sais, genre en mode Écrit, scripté de fou. ouais. Et voilà, mais du coup ça c'est le truc en tant que fan de la boxe, parce que je regarde quand même de plus en plus, qui m'a un peu déçu, parce que putain, Mike Tyson quoi, enfin il pouvait pas. Après, c'est quoi que t'as dit? C'est que lui il arrive pas à mettre KO, c'était que le fait qu'il avait l'air fatigué, le fait qu'il y aille en fait, juste qu'il y aille et qu'il se mette en scène là-dessus, tu vois. Autant je suis plutôt du camp de me dire que les Jake Paul, Logan Paul, ils ont à mon avis fait aussi du bien à la boxe, même si ça peut déteindre les puristes, le côté très pur de la boxe. Je pense que ça déteint un peu, mais je pense que ça a remis aussi un coup de projecteur à la boxe. Moi, clairement, ça a été une des raisons pour lesquelles je me suis réintéressé à la boxe et que j'ai eu envie de m'inscrire au temple. Ça a été vraiment parce que il y a eu un mouvement Jake Paul, Logan Paul, donc je regardais, ça me donnait envie. Ça a vraiment participé au fait que tu vois, je m'inscrive. Donc je pense que ça a aussi du bon. Mais si je reviens sur la déception, c'est juste que Mike Tyson, il a tellement tu sais, il marque les esprits de n'importe qui. Il a été à son prime de dingue et tu t'arrêtes là, tu vois. C'est comme si t'attendais Messi et dans 12 ans, il te dit, je vais jouer à Caen ou j'en sais rien, tu vois, et reprendre une saison où il va être forcément un peu moins bon et ça va, un peu déteindre sur l'image de la magie. Je pense ouf. qu'on doit s'arrêter parfois à son au bon prime. moment. Ouais, de fou, 100%. Dans l'entrepreneuriat, je pense que c'est le cas aussi des fois. 100%. Et ça, pour moi, le bon entrepreneur doit faire vraiment la différence entre être motivé, travailler dur, continuer, échouer et savoir se relever, mais avoir le recul de se dire que tu deviens pas entêté. Et donc j'y viens sur le fait de s'arrêter à son prime, mais pour moi, si tu montes ta boîte, que tu as des moments de difficulté, t'y retournes, que tu retravailles et que tu te rends compte qu'après des mois ou des années de charbon à essayer tous les scénarios, ça ne fonctionne plus, il faut savoir avoir le recul de se dire que tu changes. En fait, mon père il me dit toujours, c'est pivoter ou persister. Donc tu persistes, t'essaies, mais à un moment où, quand tu vois que ça n'a plus de sens, faut totalement switcher, pivoter et puis faire d'autres choses. Et moi, je sais que pour Com, et là je parle en interne, le jour où je me rends compte que je suis plus le bon CEO, le bon directeur général de mon équipe, parce que j'arrive plus à driver les équipes, parce que de voir ma tronche sur LinkedIn, ça va commencer à saouler certaines personnes, et que je me rends compte que j'ai plus vraiment d'impact, je vais essayer de changer, etc., certaines choses. Mais si je vois que j'ai atteint un peu mon plafond de verre, j'arrêterai et je switcherai, tu vois. Je pense qu'il faut avoir ce recul de se dire, au moment où t'es bien,
stop, parce que sinon tu te fais mal à toi, tu déteins sur l'image que t'as réussi à créer, à installer depuis plusieurs années. Et je pense que voilà, que on fait partie en plus d'une génération qui, je pense qu'on peut changer drastiquement de vie, en fait, de manière générale. Tu vois, quand avant on était un peu cantonné à faire la même chose, le même secteur, tu faisais école de commerce, donc c'était forcément du business que tu devais faire jusqu'à la fin de ta vie. Je pense qu'aujourd'hui on peut monter en autodidacte sur tellement de sujets, on a des leviers qui nous permettent de changer, tu vois, de vie. Tu peux travailler à droite à gauche, monter ta boîte plus facilement que peut-être que demain, tu vois, moi je le dis souvent, quand com sera fini, plutôt que de remonter une boîte dans la com qui serait un peu l'évidence, moi peut-être que je deviendrai gamer, tu vois, qui est un de mes rêves, tu vois. Pareil. Sérieux, tu joues à quoi? Quel jeu? FIFA, je kiffe jouer. FIFA, je peux, pendant le Covid. Il y aura un petit, on se fera une petite partie. PSN direct ou direct. Moi, je préfère les directs, hein. Vas-y, on est sur place, manette en main. Oui, c'est mieux, c'est plus galerie. Mais voilà, donc tu vois, donc je pense que voilà, j'ai digressé un peu de la question première, mais je pense vraiment que on se doit de se dire qu'on peut vivre 1000 vies et il faut pas rester cantonné à un seul axe. Moi, comme je sais que je prends plaisir, le jour où j'aimerais un peu moins, bah je changerai et potentiellement je me permettrai de me dire que je peux faire quelque chose de totalement différemment. J'ai pas envie de me sentir impacté par un espèce de, encore une fois, par un espèce de modèle qui est un peu dans l'inconscient collectif, de se dire bah si j'ai fait ça, c'est que c'est un petit peu ma voie pour les 100 prochaines années. Je pense que tu peux changer de vie. Mon père, moi, il m'a vachement inspiré sur ça. Tu vois, il était sportif jusqu'à ses en gros 28 ans en pro et il avait jamais vraiment fait d'études et il s'est dit bah plutôt que comme tous mes potes, parce qu'il faisait de l'escrime en équipe, donc il avait je crois 6 ou 7 coéquipiers qui sont tous restés dans le sport, dans le milieu de l'escrime, et ils ont tous fait de leur carrière là-dedans, et c'est très bien. Mon père, il avait pas envie, il a dit bah moi je veux changer de vie, il a remonté, il a repris ses études, il a fait HEC alors qu'il avait jamais fait d'études, il avait 10 piges de plus que tous les autres étudiants, donc les gens le regardaient machin en mode chelou, il a bossé comme un acharné pendant 5 ans, et il a fait toute sa carrière dans une grosse boîte du CAC 40, il a super bien gagné sa vie, et il a changé de life, tu vois, drastiquement, et je trouve ça hyper inspirant. Il a un parcours hyper inspirant. Ah, de fou. Ah, c'est une de mes. Enfin, tu m'as dit champion olympique, c'était quel, si tu te rappelles après. 68. 68, je crois. C'était à Moscou. Ok. Ah, ouais. Je jouais à Moscou. Ouais. Bel endroit. Ouais, de ouf. Stylé, en tout cas. Ouais. Des beaux souvenirs, j'imagine, de savoir, parfois, ça doit parler, dans les dîners. Ah, c'est trop beau. Et, c'est quoi le prime d'un entrepreneur pour toi, du coup? Parce que celui d'un sportif, il est, entre guillemets, assez facile à identifier. Même si leur carrière est courte, un combattant d'MMA, il a plusieurs ceintures. On a par exemple là Khabib qui a pris sa retraite parmi les GOAT. Tu peux parler de John Jones, si on parle du MMA. Tu peux parler de la boxe, tu peux parler de Mike Tyson juste avant. Par ses KO spectaculaires, le fait que tu es champion. Dans le foot aussi, on a le Ballon d'Or, la Ligue des Champions. C'est quoi en fait le saint graal de l'entrepreneur en fait? Franchement, c'est une super question, je trouve. C'est vraiment un truc que je me demande. Ouais, mais t'as raison, parce que je pense que à la différence t'as raison des sportifs, où t'as un truc qui matérialise des choses. J'ai la plus grosse des ceintures, ça illustre que je suis le meilleur au monde sur ma catégorie. C'est un truc qui est palpable. L'entrepreneur, c'est quoi? Je pense que c'est beaucoup plus... Enfin, c'est propre à chaque entrepreneur. Je pense que là, tu as vraiment des spécificités. Je pense qu'une facilité, mais qui est une réalité, c'est l'argent. C'est un moment où si tu fais un exit qui te permet de te mettre à l'abri pour les 2 ou 3 prochaines générations, donc que tu prends, je sais pas, 50 millions d'euros, ou même 10, ou même 5, ce qui est déjà extraordinaire, pour moi, c'est quand même un marqueur de réelle réussite. Je te parle pas d'épanouissement, mais un marqueur de réussite où tu dis, bon, bah, tu passes un cap qui fait que tu n'auras plus jamais les mêmes soucis. Après ça, voilà, t'es bien, de ouf. Et je pense qu'il faut pouvoir en parler parce que j'ai pas envie de commencer avec le discours mielleux de te dire l'argent on en a rien à foutre. Bien sûr que c'est un objectif. Je dis pas que c'est le seul, mais c'est bien sûr que c'est un objectif. Moi, en tout cas, c'en est un pour moi. Et je pense que le deuxième, qui est un peu plus mielleux mais qui est réaliste, c'est donc c'est plus personnel, mais c'est de se dire est-ce que j'arrive à prendre plus de plaisir dans mon taf que de journées compliquées, parce qu'un entrepreneur pour moi c'est quelqu'un qui a 2 compétences. La première, c'est celui qui sait se relever malgré les échecs cumulés, parce que entreprendre, c'est une succession de merde constante et infinie. En vrai de vrai, c'est ça la réalité de l'entrepreneur. Et le deuxième, c'est toute ta journée, tu dois réussir à trouver des solutions à des problèmes. C'est ça, pour moi, le vrai rôle d'un entrepreneur. Et donc, ça veut dire que c'est dur, c'est-à-dire que c'est complexe. Et si tu prends pas de plaisir à ça,
Pour moi, c'est compliqué d'arriver à ton Saint Graal, de dire, bah, en fait, j'ai un mode de vie qui me va, qui me correspond et dans lequel je prends du plaisir. Parce que si l'entrepreneuriat, tu le vois comme un jeu vidéo, en mode tu prends plaisir à jouer à ton jeu vidéo, tu vois, quand t'achètes FIFA, ton but, c'est pas de mettre le jeu FIFA et te dire, j'ai terminé le jeu, putain, c'est là où je prends plaisir. En fait, tu prends plaisir à monter ton équipe, à faire des matchs, à en perdre, à en gagner, c'est là où tu prends du plaisir. Et finalement, de terminer le jeu un jour, la carrière que tu lances sur FIFA, bon bah c'est la toute fin, ça met la fin à ton jeu, mais t'as pris plaisir pendant tout le parcours. Pour moi, l'entrepreneuriat, ça doit être la même chose. Ça doit pas être entreprendre pour être heureux quand je vendrai ma boîte 10 millions, mais c'est prendre plaisir dans tout ce que je fais, dans l'objectif d'atteindre ça. Parce que, encore une fois, c'est tellement dur, tellement brutal et tellement incertain, parce que t'as même pas 90%, enfin je pense que t'as 95% des entrepreneurs qui vont ressortir avec walou, avec 0 €. Parce que quand on voit les levées de fonds à 20 millions, 30 millions, faut voir, il faut voir l'argent qu'il y a sur le compte de l'entrepreneur, parce que faire du CA, lever des fonds, ça n'a rien à voir avec finalement savoir si ta boîte est pérenne ou non, si tu arrives à te dégager un vrai salaire ou pas, et à sortir un peu d'argent, tu vois, pour l'entrepreneur. Donc, pour répondre à ta question, c'est le montant financier que tu arrives à dégager qui te permet d'imaginer des nouvelles vies, et le 2, c'est vraiment de te dire que tu arrives à réellement prendre plaisir dans ce que tu fais. Et moi, je sais que j'ai eu une phase chez Com où je prenais vraiment beaucoup moins plaisir, pour un contexte un peu global. C'était l'année dernière, c'était l'année la plus dure, et je me suis vraiment posé la question de me dire, bah, est-ce que je continue ou pas, parce que si je prends plus de plaisir, à quoi bon, tu vois. Et finalement, j'ai pas pivoté trop tôt, j'ai continué à persister en me disant, attends, on peut voir les choses différemment, et là, depuis plusieurs mois, ça va beaucoup mieux et je reprends plaisir dans ce que je fais, donc on est meilleur, donc on refait du chiffre, parce que finalement, le mood de l'entrepreneur et du CEO, il a énormément d'importance sur le développement de sa boîte, tu vois, donc voilà. Ouais, comme on dit, c'est personnellement, je pense que c'est Kobe Bryant qui parlait du grind, comme quoi il faut aimer le process. De fou. J'ai pas la citation exacte, mais j'ai souvenir qu'il parlait de ça. Que lui, en fait, ce qu'il visait, c'était pas non forcément la réussite en tant que telle, c'est pas les titres, mais il aimait bien juste le grind, le fait de se lever le matin. Puis je crois qu'il s'entraînait 3 ou 4 fois par jour. Ouais. J'ai oublié exactement comment c'était, mais je vois où tu veux en venir. Et je dirais un petit peu comme dans le sport, parfois on a des remontadas. Je pense PSG. Forcément. Et là maintenant c'est nous on en donne. Ouais. Et est-ce que, parce que là tu parlais d'un moment où tu as eu peut-être des doutes. Dans le sport on a des doutes aussi, que quelle que soit la pratique, même souvent quand on débute. Quand on débute une pratique sportive, quelqu'un qui se met à la musculation parce qu'il veut perdre du poids ou au contraire prendre de la masse, il va commencer souvent, ça commence assez vite. Et puis on a des moments de doute, on n'arrive plus à prendre assez de muscles, on n'arrive plus à perdre assez de poids. Parfois ça va plus vite que prévu, parfois ça vient après. Et comment toi, parce que ces personnes-là, on sait en général comment elles arrivent à passer au-dessus de ces moments-là et essayer de continuer après à avoir le processus. Qu'est-ce que tu as mis en place pour pouvoir switcher à ce moment-là et au lieu de pivoter, continuer à aller de l'avant? Franchement là, c'est savoir engranger un volume de travail important. Et en vrai, ça paraît être une réponse simple, mais pour moi, c'est tellement ce qui fait la différence entre une personne et une autre, c'est à quel point t'es prêt à bosser plus dur, parce que soit ton concurrent fait mieux, soit parce qu'en fait, c'est nécessaire pour pouvoir atteindre certains paliers et plateaux, et à quel point est-ce que tu arrives à te dire, en fait, je continue malgré le fait que j'ai pas forcément de résultats imminents. Parce qu'on est quand même éduqué, biberonné à avoir tout de suite, de manière générale. Tu vas sur Tinder pour trouver ta meuf ou ton mec, faut que ce soit maintenant tout de suite, c'est droite-gauche. Tu postes, faut que tu aies des likes. Tout ce que tu vois, c'est deviens millionnaire en 2 minutes en regardant ma formation. Tu sais, on est biberonné à la récompense instantanée. Donc, ce qui fait que l'effort, on le perçoit plus de la même manière. On le perçoit comme un truc négatif. C'est si tu fais de l'effort, c'est que c'est chiant. Donc, je trouve que déjà, c'est pas la bonne manière de voir l'effort dans le travail. Et 2, c'est que c'est pas valorisé. En fait, ce qui est valorisé, c'est les gens qui travaillent le moins possible et qui ont le plus de gains rapides. Et c'est ça qu'on met en lumière. Donc, ça crée une espèce de standard où travailler, c'est pas la bonne solution. Alors que pour moi, c'est le truc qui fait que justement, t'arrives à passer les moments de plateau où tu dis putain, bah quand là ça marche pas trop, bah en fait j'y retourne à 200%. Et tu vois le parallèle que tu peux faire avec le sport, avec la boîte, je trouve qu'il y en a un qui est parlant, c'est que quand tu fais de la boxe ou de la muscu, en règle générale, tu vois des progrès très très rapides au démarrage, la première année, parce que en fait, soit tu commences la muscu, t'étais un peu grassouillé, t'avais presque pas de muscle, et donc rapidement tu commences à avoir des petits détails, et tu dis putain, t'es saucé en fait direct, parce que tu dis putain, je vois du résultat dans mon effort. Pareil quand t'entreprends, t'as tes premiers clients, tu signes un peu, t'as tes premiers bureaux, ça va vite, tu dis putain c'est beau, mais t'as un moment comme partout où
Le moment où tu t'atteins un plateau où ça commence à rouler et que tu vas aller chercher le nouveau plateau, bah en fait c'est un truc où tu vois pas les résultats rapidement, où il faut plus d'efforts pour voir moins de résultats, tu vois ce que je veux dire, et ce qui fait que tu peux être un peu frustré parce que tu dis oui mais avant je comprends pas, ça se voyait beaucoup plus vite à la boxe. Je me rappelle la première année de boxe, les coachs disaient mais putain t'as une progression de dingue, ça me sauçait, je me rendais compte, tu vois, rapidement je me disais putain je vois que j'ai un niveau qui est meilleur. Et là depuis quasiment 6-8 mois j'ai l'impression d'être sur un plateau à la boxe où je m'entraîne et pour autant j'ai l'impression d'être de moins en moins bon, j'arrive pas à aller chercher le cran d'après, mais je sais que ça fait partie du process, je sais que pour aller chercher ce nouveau plateau, il faut y remettre encore plus d'efforts, encore plus d'intention, et surtout c'est là où je trouve que tu fais le filtre des gens qui sont bons et des gens qui sont excellents. C'est ceux qui continuent malgré le fait qu'il n'y ait pas forcément encore de résultats. Et tu vois, j'en vois un de mes potes dans la boxe, il me dit vas-y flemme, là ça y est, enfin tu sais ils y arrivent plus donc ils flemme, ils lâchent le truc. Ouais. Moi c'est dead, moi je vais y aller jusqu'à être vraiment très très bon et encore meilleur, et pareil dans le business. Donc voilà. Ouais, tu vois long terme en plus, mais ça c'est quelque chose qui se perd comme tu dis. C'est quelque chose qui se perd, et t'as parlé un petit peu de le fait que les personnes parfois elles abandonnent. Ouais. Elles abandonnent un petit peu, et c'est vrai que dans la boxe, comme dans d'autres disciplines, les choses demandent du temps. Quand tu veux vraiment progresser, au bout d'un moment, en fait, tu montes plus de 20 kilos par 20 kilos, tu montes de 5. Ouais. Et parfois, ça prend 6 mois pour que tu prennes 2,5 kilos sur ta barre au squat. Ça prend peut-être 6 mois pour que ton timing sur ton direct du bras avant, il soit un peu mieux amélioré. Ouais. Et tout ça, ça demande du grind et voire long terme. Donc peut-être, tu me diras si ça se correspond à cela, mais un sportif, il a des compétitions dans l'année, une aussi sportive d'ailleurs. Les personnes qui pratiquent du sport, que c'est en compétition ou même parfois en loisir, ils ont des objectifs. Si c'est en loisir, parfois des objectifs personnels, de santé. Quand c'est, je dirais en compétition, c'est simplement des compétitions qui peuvent être une fois ou quelques fois dans l'année ou plusieurs fois qui s'enchaînent. Est-ce que tu penses qu'un entrepreneur, il a besoin, justement, dans son quotidien, d'avoir des objectifs tels que des compétitions à aller mener et de se préparer un petit peu comme un sportif qui va avoir pas forcément de la préparation physique générale, je vais pas rentrer dans le détail, et puis spécifique, mais c'est un peu ça, qui doit être au meilleur de son niveau, qui doit augmenter son level petit à petit, et parfois peut-être avoir des petits moments où il peut un petit peu se relâcher et repartir. Comment tu organises un petit peu ton énergie dans tout ça? Bah, le premier point, je suis d'accord avec toi, le fait de se mettre des sous-objectifs à ton objectif final, je pense que c'est hyper important pour deux choses. C'est que, et je fais souvent le parallèle avec ça à mes équipes, pour moi c'est exactement comme quand tu fais un footing la nuit et que tu dois atteindre un objectif qui est à 1 km. Si la bannière de lumière à l'objectif final est dans le noir à 1 km, tu vois rien. Donc ce que tu veux, c'est mettre des mini balises qui te permettent d'avancer par 100 mètres. Et c'est le cumulé de ces 100 mètres qui feront que tu arriveras à l'objectif final. Et pour ça, déjà, ça donne plus de clarté sur le fait de pouvoir atteindre ton objectif final. 2, ça te permet d'avoir des rewards sur des petits efforts, parce que de mettre un effort intense, long pour un objectif final, bah parfois c'est compliqué, parce que moralement, mentalement, tu fais toujours plus d'efforts sans avoir encore de résultats, donc c'est hyper complexe de maintenir une motivation, alors que si jamais tu te dis bah cette semaine je vais bouffer 10 000 calories, je te dis n'importe quoi à la semaine, et ça, si je fais ça, je me fais mon petit cheat meal à la fin de la semaine, parce que c'est ma récompense de ce premier effort. Bah tu vas le faire. Et ça, finalement, cumulé sur des semaines et des semaines, ça te permettra d'atteindre ton objectif final. Je te dis n'importe quoi, d'être à 7% de body fat si tu veux faire une compète de bodybuilding. Je te dis n'importe, tu vois. Bah, ça, tu vois, c'est le cumul de ces mini-victoires qui fera que tu atteindras l'objectif final. Donc déjà, tu crées pour ton cerveau, c'est vraiment de l'endorphine et c'est chimique. C'est créer célébrer les petites victoires qui permettent de pouvoir donner l'envie d'atteindre les victoires finales. Donc ça, moi, c'est ce que j'essaie de faire avec l'entrepreneuriat, c'est de me dire, bon bah, là, mon objectif, moi, c'est en 2027 faire 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est mon objectif final. C'est ma compétition, tu vois, de fin. Mais je peux pas me dire je vais attendre cet objectif dans 3 ans et rien d'autre, tu vois. Donc là, on s'est mis des mini objectifs avec Flo, d'objectifs au quadrimestre en termes de chiffres, en termes de recrutement, en termes de qualité de vie de nos salariés, tu vois. Et tout ça, c'est les mini victoires qui me permettent d'atteindre l'objectif final. Donc ça, c'était la première partie de réponse. Rappelle-moi la question, excuse-moi. Bah en soi, tu y réponds déjà assez bien, et ça revient un peu à ce que je te disais. C'est comment tu arrives à organiser un petit peu tes sous-objectifs. Parfois aussi, comme dans le sport, il peut y avoir des blessures. Bah, parfois, il peut y avoir des incertitudes, des moments où un petit peu des imprévus, je dirais, tout simplement. Et je pense qu'après, tu as des manières peut-être de les anticiper, peut-être. En fait, c'est comment
on pourrait un petit peu donner des conseils liés au sport, mais aussi liés au management, qui parfois ont l'air peut-être logiques quand on apprend théoriquement. Moi, j'avais fait des cours de management à l'époque. J'avais fait des études en management du sport. Ok. Et donc, dans les cours de management, on nous apprend gestion de projet, nanana, ok, d'accord. Mais quand tu arrives sur le terrain, en fait, t'es tellement galvanisé par on va dire l'adrénaline de vouloir faire du chiffre, que tu dors pas la nuit, que tu fais des efforts tellement importants. Et tout à l'heure, tu parlais tes amis qui parfois la boxe abandonnent, ou parfois certains entrepreneurs, on peut en avoir qui abandonnent au bout d'un certain temps parce qu'ils n'arrivent plus à suivre le rythme. Est-ce que tu penses que parfois ils en font peut-être trop au mauvais moment et qu'il faut être bon à un moment T, ou dans l'entrepreneuriat c'est un peu plus volatile? Je pense que la réalité, on l'entend partout, c'est qu'il faut voir l'entrepreneuriat comme un marathon et pas comme un sprint. On l'a entendu de partout. Moi, j'ai du mal. Moi, j'ai l'impression de faire un sprint pendant un marathon. Je sens que je mets de l'effort constant, répété. C'est Aerox. Ouais, sans arrêt. Oh putain. Oh non. Ça y est, t'as sorti obligé, le terme. j'étais obligé. Ah ouais, non, mais c'est ce qui est réel, parce que moi j'essaie de m'inspirer, d'échanger des personnes qui vont me faire monter en compétence sur tous les sujets qui sont importants pour moi, le sport, le business, etc. Et je me rends compte que les gens qui ont le mieux entrepris, parce qu'encore une fois, le mieux entrepris veut pas dire être le plus riche ou le plus truc, mais c'est les mecs où je les vois, ils ont leur famille, ils ont du temps avec leurs enfants pour les éduquer, ils ont le temps de faire du sport. Tu le vois physiquement qu'ils sont bien. Tu vois, moi, je suis rincé, je suis fatigué, je le sens que, tu vois, c'est pas ma vitesse, c'est pas mon rythme de croisière, tu vois. Et pour moi, le GOAT, c'est celui qui arrive à avoir l'argent nécessaire à ce qui le rend épanoui, run sa boîte avec une belle croissance, etc. Mais mais l'intégrer dans un espèce de système global qui fait que ça lui va bien, tu vois. Et moi, j'ai du mal à ça. Moi, je suis un peu en hyper activité sans arrêt. Je pense que c'est vachement en lien avec ma personnalité, mon trait de caractère, c'est que j'arrive jamais à me contenter d'un truc. C'est que je commence un truc, j'ai besoin d'en faire un autre, j'ai besoin de me lancer, j'ai besoin de faire 1000 choses. J'ai un côté un peu créatif qui fait que je me contente trop peu de choses. Et tu vois, j'ai lu un livre d'ailleurs que j'adore. Je sais pas si tu vois le philosophe André Comte-Sponville. C'est un philosophe français que je t'invite à suivre, qui est incroyable, qui a écrit un livre notamment sur le sport d'ailleurs, qui s'appelle Que le meilleur gagne, où il fait le parallèle entre les réussites dans sa vie de tous les jours et le parallèle avec le sport. Je te la fais en 2 secondes là-dessus, mais en gros, il y a une espèce de nivellement vers le bas où culturellement, on a l'impression de devoir pénaliser les gens qui essayent d'être les meilleurs. Tu vois, si à l'école, au collège, tu vas dire, toi, t'as envie de faire quoi plus tard, et que quelqu'un répond, moi, j'ai envie d'être le premier de la classe, d'être le meilleur. Souvent, le regard des gens, c'est de dire, ah ouais, en fait, t'es un mec qui veut bouffer les autres, etc. Tu vois, on a tendance à se dire, en fait, non, il faut que tu rentres dans une norme, d'être normal, c'est très bien, parce que sinon, si tu veux faire plus, non, c'est-à-dire que tu veux bouffer les gens. Et en gros, il dit qu'il y a une espèce de nivellement vers le bas culturel, et que le sport redonne de la valeur aux meilleurs et aux moins bons et à l'effort. C'est qu'en fait, au sport, si tu fais un 100 mètres, le premier, il est premier, c'est le meilleur, c'est le meilleur, c'est tout. Et le dernier, c'est le moins bon. Et donc, en fait, c'est admettre le fait qu'il y a des gens qui sont meilleurs et des gens qui sont moins bons. Bref, ça, c'est le livre sur le sport que je te conseille. Et l'autre truc, c'est qu'il dit que les hommes, il y a un espèce de mouvement de balancier dans la vie d'un homme avec un grand H, c'est que l'humain est heureux, désire des choses, tu vois, sans arrêt. Et en fait, c'est dans le désir qu'on prend de la passion, parce qu'on se dit, j'ai envie d'être riche si je fais la facilité, donc du coup, c'est un truc qui me donne envie, etc. Mais le moment où je le suis plus, je le désire plus, puisque je le suis. Donc du coup, vu que j'aime ce que je désire, et finalement, je vais avoir besoin d'autre chose. Et je vais me dire, en fait, maintenant que je suis riche, je le désire plus, donc en fait, maintenant, je désire avoir une nouvelle femme, je te dis n'importe quoi. Et donc du coup, c'est là-dedans qu'en fait, je vais essayer de me mettre. Donc en fait, tout ça pour dire que on n'arrive pas à se contenter de ce qu'on a, et on est en perpétuelle recherche de nouveaux désirs. Et donc, pour compléter et finaliser et conclure sur tout ça, c'est que j'essaie de m'installer de plus en plus, même si c'est dur, dans un système où je me dis, je me contente de ce que j'ai, et je vais pas en quête sans arrêt d'une nouveauté, parce qu'en fait ça c'est un espèce de cycle sans fin qui fait que tu peux te perdre et ne jamais être réellement heureux, tu vois. Donc là moi je me suis un petit peu balisé mes piliers de vie, c'est le business, est-ce que je suis bien ou pas, est-ce que je gagne de l'argent ou non, ma famille, est-ce que je peux les voir, est-ce que j'ai du temps pour eux, est-ce que j'éduque correctement ma fille, est-ce que je peux prendre du temps pour ça, et est-ce que je peux faire du sport, me sentir bien dans mon corps. J'ai 32 piges, je sens que c'est le moment où il faut faire attention à ce qu'on mange, tu sais, c'est plus la vingtaine où tu grailles du domac et pas de problème, tu vois. J'arrive, t'inquiète. Et donc tu vois, je me suis dit, ça c'est mes piliers. Et ça, si jamais j'arrive à répondre au maximum à ces 3 enjeux, c'est bien, c'est parfait, c'est ce qui doit me rendre heureux, tu vois. Et voilà, et c'est complexe parce que je sais plus qui disait que
parmi ces piliers, tu avais une espèce de jauge à 100% et que tu peux pas mettre 100% partout. Qu'en fait, tu peux mettre 50% d'endroits, 25 et 25. Et donc, en fait, c'est une espèce de vase communicante où parfois, il faut que tu mettes plus d'efforts sur ta famille et un peu moins sur le taf. Parfois, plus de taf et un peu moins sur ta famille. Et c'est un espèce de jeu d'équilibre qu'il faut réussir à trouver, qui est, je pense, organique, qui évolue, qui bouge, tu vois, en fonction de ta vie, etc. Mais voilà, en tout cas, je suis heureux avec ces 3 piliers et c'est ce sur quoi je me concentre à 200%. Le reste, c'est du plus. Ça me permet de venir sur toi, si ça c'est pas trop indiscret. Voilà, trop pas. Et qu'est-ce que ça t'a changé? Qu'est-ce que ça a changé, excuse-moi, chez toi d'être devenu père de famille? Tout ce que je viens de te dire sur le fait de se contenter de ce qu'on a. Le moment où j'ai eu ma fille, après les 2 premiers mois, c'était bien challengeant parce que putain, c'est compliqué de ouf. Le place d'un papa, il est encore plus complexe, je trouve, parce que l'attention est sur la maman, ce qui est normal, t'as porté l'enfant, etc. Donc les rendez-vous médicaux, c'est la maman et la fille. Toi, t'es un peu excentré, bref. Modulo ça, tout, parce que j'accorde tellement d'importance à ma famille, mes parents, etc. que c'est un truc dont j'ai toujours rêvé. En plus, on avait quelques petites difficultés, ce qui fait que c'était un truc que j'attendais moi depuis peut-être 5 ans, tu vois. Et finalement, quand elle arrive, ma petite Billy, je me dis c'est elle qui sera ma prio numéro uno de chez Uno. Donc je peux louper tous les rendez-vous du monde, si c'est pour elle, je le ferai, et vraiment je le pense. Et c'est ça ma priorité, tu vois. Donc ça a redéfini aussi mes standards et ça m'a mis beaucoup moins de pression sur Com aussi, parce qu'en fait je voulais allouer plus de temps avec ma fille et moins sur Com parce que Com c'était pendant 5 ans ça a été que ça matin, midi, soir. Et là je mets beaucoup plus d'efforts sur ma fille et d'attention sur ma fille, et je me rends compte que finalement en passant moins de temps sur Com, je suis plus pertinent sur Com, je suis plus efficace, je me sens mieux. Et c'est ouf à quel point, et tu vois, t'en parlais dans l'intensité d'un entrepreneur, est-ce qu'il faut que ce soit toujours à 200 ou pas? Ouais. Bah en fait justement de réussir parfois à prendre du recul, te dire bah non en fait je ferai un peu moins cette fois et ça ira quand même. Bah t'as le temps de te sentir mieux, de faire une espèce de mode reboot, tu sais, où ton cerveau t'as le temps de te calmer, de te poser, de prendre du temps pour toi, et ça change tout, tu vois. Donc ma fille, ça a changé beaucoup de choses sur mes priorités, et ça aura eu un impact finalement indirect sur la gestion de ma boîte, ce qui est assez ouf. Ouais, comme quoi, en fait, au final, t'as parlé de trois socles, et ce socle-là, il a commencé à prendre plus d'importance. Je pense que quand t'as parlé des 100%, sûrement ce qui s'est passé, c'est que t'as dû commencer à enlever peut-être une partie chez Com de ton pourcentage, en tout cas de ta vie d'entrepreneur, et le mettre dans ta vie familiale. De fou. Là où peut-être avant il y avait que 25%, c'est venu à 50, voire peut-être 45, et vice-versa, et même voire plus, hein, maintenant que t'as besoin, même souvent, de voir ton enfant et de le voir grandir, ça te permet de prendre du recul. Et la prise de recul, c'est vrai que pour un sportif comme pour un entrepreneur, je pense que c'est hyper important. De fou. Mais t'allais dire un truc sur ça? Non, j'allais dire un truc, j'ai oublié son prénom alors que je l'adore, l'acteur de Gran Torino, tu sais, qui a 96 ans. Oh là là, my bad. Putain, j'aime trop ce mec. My bad. Et bon, tu vois. Ouais, bien sûr. Clint Eastwood? Clint Eastwood, okay, exactement. Et Clint Eastwood, il disait un truc, et c'est ouf parce qu'il a 96 ans, et il y a une photo de lui où tu le vois un peu solo en train de faire ses courses, alors que putain, c'est Clint Eastwood, tu sais, le mec, il a fait, c'était le GOAT. Il avait dit, alors j'arriverai jamais à reprendre exactement les termes, parce qu'en plus, c'est pas une citation, c'est un papier limite qu'il a écrit, mais où en gros, je te la fais très simple, il disait, les paillettes, le cinéma et tout ce qui va avec, c'est un truc qui est éphémère. Et finalement, quand t'as 96 ans, et même avant, quand t'en as 70, 75, 80, 85, il dit, bah, quand t'es seul dans ta grande baraque, mais que t'as pas de famille parce que c'est pas ce que t'as privilégié et cultivé, bah ça fait mal de ouf, parce que y a un truc qui bouge jamais, c'est ta famille, que tu sois pauvre, riche, quand tu veux, jusqu'à tes 90 ans, ils seront là. L'oseille et les grandes maisons, ça fait pas tout. Et je pense que c'est hyper dur de se projeter, parce qu'on se dit toujours à nos âges, et en fait, on se dit oui, ça arrivera, mais tu sais, t'as un truc un peu irréel de dire non, en fait, c'est pas pour moi, mais finalement, un jour, ça arrivera vraiment. Et je pense que ça arrivera plus tôt que prévu. Et quand t'as 65 ans et qu'il te reste peut-être 25-30 ans à vivre et que c'est énorme, enfin, tu vois, 25 ans, bah en fait, ce qui aura le plus de valeur, je pense, à cette période de ta vie, et qui est quand même quasiment 25% de ta life, c'est en fait d'être bien entouré. Et donc du coup, ça, c'est un truc qui se travaille dès maintenant. Et ça, c'est un truc que je veux pas négliger du tout, quoi. Donc voilà. Et Clint Eastwood disait, en gros, pour faire simple, et donc du coup, de privilégier sa famille avant, par-dessus tout. Et c'est un mec qui est tellement, pour moi, brillant, que ça doit résonner en nous, tu vois, et de se dire, ok, attends, on aura le même âge que Clint Eastwood un jour, s'il en a parlé, s'il l'a dit, s'il l'a ressenti, c'est que c'est un truc qui a du sens, et
Et voilà, faut essayer de faire cet effort de projection, de se dire putain, j'aurai cet âge-là un jour et qu'est-ce que je voudrais vraiment quand il me reste peu de temps à vivre. De la même manière que tu vois, quand je veux éduquer ma fille Billy, je vais essayer de me reprojeter quand elle va avoir 10 ans. Je vais essayer de pas avoir ma vision du quarantenaire que je serai avec mes standards, mes usages, mon passé qui aura construit ma personnalité. Je vais te dire, attends, à 10 piges, comment tu penses? Tu vas être se réadapter en fonction des contextes, je pense que c'est important. Et donc voilà. Ok. T'as, je dirais, un petit conseil en termes de routine pour un entrepreneur qui devient un père de famille. Peut-être qu'il y en a qui vont écouter et qui viennent d'avoir cette bonne nouvelle, hein, qui est à chaque fois de ouf. La venue au monde d'un nouveau-né, une nouvelle. Bah, c'est chaud, parce que tu vois, on parlait des 100%, on disait j'en ai un peu enlevé dans le taf et tout, en vrai j'en ai mis autant dans le taf, plus dans ma famille, mais j'ai enlevé dans le sport, vénère. Genre j'ai pris le daddy bud, parce que pendant 6 mois j'ai fait presque peu de sport, parce que les nuits sont courtes, parce que l'intensité du business, j'ai dû faire des choix. Je pense pas que ce soit d'ailleurs le bon, parce que moi de perso, et je pense que c'est pareil pour beaucoup de gens, quand je mange mal, donc quand je me sens un peu plus grassouillet, quand je fais pas de sport, je me sens énervé, vraiment, parce que j'ai envie de me gifler. En fait, je me dis putain, je sais à quel point t'es bien quand tu manges bien, quand tu fais du sport. Je le sais, c'est dur parce que tu dois faire attention à ce que tu manges et tout, mais t'as une espèce de satisfaction où je sens que je suis à chaque fois à mon prime. Et quand je le néglige, je sens que je suis grincheux, que je suis de mauvaise humeur, je prends des mauvais choix. Tu vois, donc je pense que c'est un impact qui est pas que esthétique de prendre soin de soi. C'est un impact qui est beaucoup plus corrélé à ton mindset et à ta manière de voir les choses. Donc pour répondre à ta question, pour moi la chose à faire par-dessus tout, c'est bien manger. Avant même de faire du sport, le premier truc, c'est bien manger pour moi. Là, tu vois, moi, je compte mes calories, je t'en parlais un petit peu, mais tu vois, je passe pour un ovni en France et auprès de mes potes, mais je te jure que quand tu vas dans d'autres pays ou avec d'autres personnes, en fait, c'est un truc, c'est juste, je veux maximiser le fait de pouvoir atteindre mes objectifs. Là, moi, je suis à 15% de body fat, c'est beaucoup trop par rapport à ce que je veux. Je veux redescendre à 10. Bah, du coup, je me suis mis mon plan, etc. Et donc, du coup, bah, j'ai essayé de dormir 8 heures mais c'est des évidences que je vais te répéter, mais c'est essayer de dormir au moins 8 heures par nuit. Moi, je prends pas de petit-déj le matin parce que j'essaie de garder des calories pour la journée, mais je calcule ce que je mange avec un bon niveau de protéines, essayer de réduire un peu les lipides et donc du coup j'essaie de structurer ma journée en fonction de ça. Et puis j'ai des journées intenses, mais je me fais ma gamelle devant mes équipes. Ils se foutaient un peu de ma gueule au début parce que je mangeais mon riz d'Inde, mais finalement comme tout, au bout d'une semaine, un mois, ok, les gens n'ont rien à foutre. Donc du coup c'est cool d'assumer ça et j'en suis fier moi. Tu vois, moi il y a plusieurs fois à des rendez-vous avec des clients, je voyais des personnes qui demandaient les sauces à part dans leur salade, qui demandaient de prendre une bouteille d'eau plutôt que de prendre du pinard. Et moi, ça, c'est des signaux faibles qui sont hyper importants pour moi. Et je me dis, ok, je parle à quelqu'un qui est sain de manière globale et c'est un truc qui a de l'impact pour moi. Et donc, du coup, voilà, bien dormir, bien manger, essayer de faire du sport, trouver un sport qui correspond à vraiment son lifestyle et à ses envies et ses passions, tu vois, parce qu'il faut pas s'imposer de faire de la boxe parce que tout le monde fait de la boxe. Faut faire un sport qui te fait kiffer, tu vois, et qui rentre dans ton système de vie global, mais je me suis jamais senti aussi bien que quand j'arrivais à bien suivre ce plan. Là, moi, ça fait peut-être un mois que je me suis bien remis on shape et je sens que je suis mieux, tu vois, que il y a un peu plus d'un mois où bah du coup j'étais un peu plus laxiste, j'étais plus fatigué, donc je mangeais moins bien, donc le matin je me réveillais, je me disais putain mais quelle merde je suis et tu sais c'est une espèce de boucle infernale, tu vois. C'est une boule de neige que t'as du mal à arrêter. De ouf, alors qu'à l'inverse, tu peux rentrer dans une boucle et un cercle vertueux, tu vois, qui est, bah, si je dors bien, je suis bien, si je mange bien, je suis fier de moi, donc je prends des bons choix et tu sais, c'est une espèce d'estime de soi, tu vois, pour moi, c'est trop important d'avoir de l'estime de soi, de se respecter soi, de se regarder en se disant, putain, mais je suis fier de moi. C'est un truc tu sais, on est toujours à la recherche de la quête du regard des autres et de la validation des autres, en mode genre, bah, est-ce que vous avez vu comme je suis beau, putain, dis-le que j'ai un bête de corps, mais en fait, putain, le premier truc, c'est est-ce que toi, t'es fier de toi-même? Est-ce que tu dis, putain, franchement, fier de moi. J'ai pas craqué hier soir, Franchement, c'est un truc je trouve qu'on valorise pas assez. Et c'est trop dur, par contre, juste de le plugger dans un système de vie global parce que t'es jugé sans arrêt, tu vois, même avec mes meilleurs potes, même si c'est mes meilleurs potes et que ils le disent dans le taux de la rigonnade, mais tu vois, quand je vais faire du sport alors que eux sortent, quand je leur dis, ouais, les gars, dans la flemme, je vais rentrer parce que demain, je veux en mode manger bien, je calcule mes calories, ils me prennent pour un ovni de ouf. Alors pour moi, je préférais que ce soit l'inverse, tu vois, que les gens qui font gaffe à ce qu'ils bouffent et qui font du sport, ce soit eux les gens normaux, tu vois, entre guillemets. Donc voilà, réponse encore une fois très longue, mais ça te permet de te donner un peu mon point de vue global. Non, ça me permet de voir un petit peu les socles, les routines que tu arrives à... Et ce qui a changé, tu m'as dit, depuis un mois pour que ça aille beaucoup mieux et que tu te sentes en pleine forme. De fou. Et après, sur une parenthèse sur les amis et je dirais un petit peu le retour qu'on a... Moi-même, hein, en tant que coach sportif, j'ai pratiqué du sport toute ma vie. Au final, de 1,
je me rends compte que mes amis les plus proches sont soit des personnes avec qui j'ai vraiment eu des affinités qui datent de la maternelle et encore, hein, il y en a peu, pour être honnête, hein, et je pense que ça va pas faire de mal à personne, hein, mais il y en a qu'un seul. Et le reste, c'est que des personnes qui ont à peu près le même train de vie que moi. Ouais. C'est-à-dire, même si parfois on a des écarts, ça reste mesuré, etc. Donc je pense que après, parfois ça arrive d'avoir des petites moqueries, mais moi je le prends autrement. Et je pense qu'il faut le prendre autrement. Je pense que c'est parfois dans ces petits mots qui sont sympas et qui sont là dans la rigolade que la personne elle te montre aussi qu'elle a vu tes efforts. Ouais. Et que c'est plus facile que de venir te faire des compliments ou parfois on se sent un petit peu gêné de complimenter quelqu'un. Ah, mais t'as perdu du poids, t'es magnifique. Personne ne peut rien dire. Ah ouais, t'es balèze toi, tu vas trop à la salle. Ça en fait c'est juste un compliment en vrai. C'est vrai. Donc moi je le prends comme ça. Ouais, non mais t'as raison. Parce que pour moi c'est un côté positif. T'allais me dire un truc? Non mais dis comme ça, ouais, de ouf. Mais en mode putain tu calcules tes calories, non, vas-y mais n'importe quoi, mais t'as le mec qui profite pas de la vie. Ça c'est pas mes potes qui me le disent, je te le rassure. Mais tu vois des gens, je l'ai déjà entendu ça. Et ça pour moi c'est plutôt un signal qui montre que en fait c'est plus facile de dire ça que de se dire en fait je vais devoir faire les efforts de faire la même chose parce que c'est ce scénario que je dois prendre. En fait c'est beaucoup plus réconfortant de se dire ouais non en fait le mec il est bizarre parce que finalement ça te permet de te mettre un peu des œillères sur en fait ce qu'il faudrait faire pour de vrai et tu sais qu'il y a de l'effort à faire, donc du coup en fait ça c'est beaucoup plus facile en fait et moi ça m'arrivait quand même assez souvent et c'est dur parce que tu vois tu disais un truc et tu disais ouais t'as tes potes à l'ancienne maternelle et tout. Moi j'ai un même groupe de potes que je connais depuis vraiment littéralement 20 ans et on est fidèles les uns aux autres parce qu'on se connaît depuis hyper longtemps et c'est l'ancienneté qui prime par-dessus tout, tu vois, on se connaît depuis toujours donc on sera ensemble jusqu'au bout et je trouve ça génial, vraiment. Ça c'est fort, c'est qu'on est là et toujours les uns pour les autres. Il y a aussi une réalité, c'est que en 20 ans chacun prend des scénarios qui sont un peu différents et finalement parfois c'est un peu dur et je m'en suis rendu compte moi là depuis 2-3 ans, c'est que je commence à me créer naturellement un nouveau groupe de potes qui effectivement ont des habitudes qui sont un peu plus proches des miennes et avec qui on parle un peu le même discours, qui est un peu parfois en inadéquation avec mes potes un peu plus historiques, mais pour autant que j'ai envie de conserver et garder parce que c'est mes frérots depuis toujours, tu vois. Mais ce qui fait que j'oscille moi entre deux mondes, qui est celui que je veux, qui est avoir un bon lifestyle, discuter de choses qui me passionnent et tu vois moi c'est parler de enfin tu vois parler de business et autres, moi c'est un truc qui me passionne, j'en parle le samedi, le dimanche, c'est un truc comme quand des gens vont au cinéma et prennent plaisir à ça, c'est un truc qui me passionne et tu vois maintenant je prends de moins en moins de plaisir à parfois être avec mes potes à l'ancienne où c'est juste parler de la cuisson de la viande et dire ouais putain le truc, boire des coups et tout, j'aime bien de temps en temps, tu vois, mais j'ai de plus en plus de mal à m'incorporer et je sens que je trouve pas ma place, c'est moins naturel qu'avant, tu vois. Et je pense que ça faut être et c'est dur mais faut être à l'aise avec le fait que en fait t'as des roulements et ça c'est des cycles, tu vois. Mais c'est dur parfois parce que putain tu te dis ouais mais non en fait parce que c'est mes potes depuis toujours donc je dois être là, mais je sens que je suis plus vraiment à ma place, tu vois. Mais bon, c'est le game. Alors, j'aime pas trop citer ce boxeur parce que personnellement, c'est plus trop ma tasse d'été, mais c'est un boxeur qui m'a amené à aimer la boxe, Floyd Mayweather. Ouais. Et il a dit une fois à Adrian Broner, je pense que c'est comme ça que son prénom se dit, et je me rappellerai toujours de cette vidéo. C'est une courte vidéo, tu sais, les reportages avant combat, et il dit il était dans le bus avec Floyd, il dit I discussed Floyd, he said something to me. Et il dit, il m'a dit d'être plus égoïste. Il dit ça. Il dit Floyd m'a dit sois un peu plus égoïste. Après, il y a son paroxysme. Mais je pense que ce que tu dis par là, ce que moi j'essaierais de répondre à quelqu'un qui me dit ça, ou dans ton cas, c'est peut-être qu'il faut un petit peu plus penser à soi et se dire que si on a besoin d'avoir plus de temps avec d'autres personnes qu'un autre groupe, autant le faire. Après, ça fait mal. C'est un peu égoïste, mais justement, c'est ce que je viens de dire. Non, mais c'est simple, mais puissant. Et un sportif, c'est égoïste aussi en soi, parce que quand il est à son entraînement, il va pas aller se demander si ses potes, ils ont envie d'aller manger une pizza ou ils ont envie d'aller au cinéma. Il fait son truc. Il fait son truc. Je suis d'accord. Et s'ils sont pas d'accord, les gars, out. De ouf. Et puis, de toute façon, les vrais amis doivent comprendre ça, tu vois. Enfin, en plus, ça permet de filtrer aussi naturellement, tu vois. Mais c'est pas, parfois, c'est quand même pas évident. T'as envie d'essayer de compiler un peu tout, mais finalement, c'est dur. C'est dur parce que je pense que la vie c'est un système et un système c'est des choses qui fonctionnent les uns avec les autres et quand t'enlèves une pièce dans le système ça fonctionne moins et là moi mon système c'est d'avoir ces trois piliers et quand on rajoute un autre qui est aussi de
voilà, de faire le con, de machin, de ci, de ça, bah ça bouscule un petit peu le système déjà mis en place, tu vois. Parce que t'as parlé d'un triangle, mais parfois il y en a, c'est un carré. Hein. Les amis, ils les mettent dedans. Ouais. Après, est-ce que tu mets ça dans la famille? Je mets dans la famille, mais très proche, sans les frérots, je le mets. Il y a des gens, ils ont du mal justement à séparer les amis, on va dire, du quotidien pour le fun et les amis proches qui sont là dans les moments cool, comme dans les moments un peu plus durs ou plus proches, je dirais intimes, les moments plus intimes en soi. De fou. Et ça me permet de... Parce que t'avais fait un pari avec un animateur sur l'Aerox. Ça me permet de revenir un peu sur ça. Horrible. Parce que là, je suis pas sûr que c'était le bon pari à faire. Putain, non. Mais ça s'est bien passé là, du coup. J'ai vu la vidéo. Ouais, donc du coup, j'avais fait le pari avec le directeur général de Aerox. On a fait un bras de fer. Si je perdais, je devais faire le Aerox. Donc je l'ai fait. Je me suis entraîné. J'avais 3 mois. C'était dans une phase la plus hardcore parce que ma petite qui était vraiment encore petite, c'était une période où j'ai voyagé, j'ai fait New York, Montréal, Dubaï, je sais plus où je suis parti, mais partout, donc le voyage c'est quand même compliqué, j'ai tenu quand même les entraînements, etc. Mais j'ai fait le Aerox effectivement, donc c'était en décembre, là où on tourne, on est fin janvier, et c'était dur, hein, le Aerox en 2 secondes pour expliquer, donc c'est 8 épreuves bien physique, genre des burpees, des fentes, du jumping jack, etc. Pas du jumping jack, burpees, fentes, tu dois pousser des poids, tu dois en tirer. Il y a le sled, je crois qu'il y a. Sled push. Je suis de loin, mais j'ai jamais pratiqué. Ouais, sled pull, sled push, et bon, bref, donc 8 épreuves qui nécessitent vraiment de la force, et entremêlées à chaque fois d'1 kilomètre de course. Donc, au total, 8 kilomètres de course, en plus d'efforts qui sont hyper intenses et physiques. Je l'ai fait en duo, j'ai fait avec un de mes potes, laisse tomber, un tismé de 1m95, sportif, 100 kilos, donc lui, c'était easy peasy. Donc, il a mis la barre, c'est un de mes meilleurs potes, il a mis la barre méga haute. Et en fait, c'est un truc de duo où quand tu cours, déjà, tu peux pas mettre genre un 300 mètres à ton collègue. Tu dois courir quasiment à la même distance. Donc lui, tu sais, il me tirait. Et déjà, ça me vénère ça. Moi, ça me vénère qu'on ait à me tirer. Mais il a bien fait son jeu. Bref, mais ça a été d'une intensité au niveau cardio qui a été hardcore, vraiment hardcore. J'ai pris 0 plaisir pendant l'effort. 0. Ah ouais. 0. Par contre, comme d'hab, une fois que j'arrive, je fais le tout dernier truc, c'était des wall balls, et que je me pose, laisse tomber, là, l'endorphine dans mon cerveau, enfin la récompense, et je me suis senti trop bien et trop fier d'avoir fait ça, parce que c'est vraiment mon point faible cardio, mais c'était chaud. C'était chaud de ouf. J'ai préféré le gala, tu vois. Le gala de boxe. Cette année, juin. Mais je finirai un petit peu sur ça, et je te dirais 5 questions. 5 questions, ça s'appelle le Rapid Fire. Le premier, c'est thé ou café? Café, fort, malheureusement. Ok. Entraînement le matin ou plutôt en fin de journée? Matin, fort. Matin, ouais. Direct, ok. Lire un livre ou plutôt écouter un podcast? Maintenant, lire un livre, mais depuis peu. Depuis, j'ai 6 mois, 1 an. Ok. J'ai pris plaisir à lire. Je détestais ça avant, mais je détestais. Mais en fait, comme tout, quand tu commences à le faire et que tu commences à prendre plaisir, tu te mets dans une bonne spirale. Donc maintenant, lire. Ok. Et les 2 dernières, un peu plus perso, Aerox ou boxe? Boxe, fort, 100%. De loin. Okay. Désolé Max. Tu restes dans la team. Et le dernier, tu parlais d'eux, Logan ou Jake Paul? Jake Paul, parce que Logan, il y a des petites histoires que j'aime moins, et ce mec, je termine là-dessus, mais Jake Paul, il est détesté, mais j'adore parce que le mec, il est fidèle à lui-même, tu vois. Il fait son truc, il en a rien à foutre de ce qu'on pense de lui, enfin. En tout cas, sur la partie émergée de l'iceberg, il tente des trucs de ouf. Je trouve que pour moi, c'est le mec qui a installé les combats d'influenceurs. Il a créé un espèce de nouvel usage où tu fais des combats où les mecs prennent des 200 millions. Il a créé de l'entertainment autour de ça. Tu vois, comme un MrBeast qui est pour moi, c'est mon plus grand. Ça, c'est la référence ultime. Je suis fan de ce mec. C'est des mecs qui inventent des nouvelles choses pour moi, qui créent des nouveaux usages, des nouveaux standards. C'est ballsy de ouf, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Putain, c'est des mecs qui marquent qui font les choses, tu vois. De ouf. Donc ouais, un Jake Paul. Et toi, Jake Paul ou Logan Paul? Jake Paul aussi. Et la même chose que toi. Okay. La même chose que toi. Pour finir, qui tu penses que je devrais inviter sur ce podcast? Alors, qui tu pourrais inviter? Attention, j'enverrai un message. J'en ai un. Okay. Quentin Brenier. Okay. C'est un de mes très bons amis. Très bon boxeur, au temple depuis 10 ans. Okay. Donc, je pense que tu vois.
BG un peu là qui boxe. Je me Putain, rappelle, il il a boxe dur. fait lui, le hein. gala avec son Ouais. coach. Exactement. Ouais. Et Quentin, bête de mec, donc il fait du sport de ouf. Il marche très bien au niveau du business. Il a lancé une asso qui s'appelle Heroes. Pareil, tu vois, on parle de gens qui font des choses différemment. Moi, j'adore. Il a lancé une association. En gros, il se dit que les gens et notamment les jeunes, on n'a pas trop on n'ose pas trop mettre dans de l'argent dans les assos parce qu'on sait pas où ça part, machin. C'est un côté un peu vieillot. Il s'est dit, bah moi, ce que je vais faire, c'est que des événements stylés où les gens payent leur place pour aller faire la teuf. Par exemple, il a organisé un bête de festival, 50 balles ta place, t'avais des boissons en plus et autres. 25 €, ça permettait de mettre sur pied le festival. Et t'as 25 € qui part directement à une association qui a été choisie. Et ça, c'est le rôle de Hero, c'est de se dire, tu t'amuses et en faisant la teuf, en fait, tu vas aider des assos. Et je trouve que c'est un move qui est trop beau. C'est un mec qui le fait avec le cœur pour de vrai. Tu sais, t'as plein de gens qui le font un peu pour le côté. Lui, c'est un mec qui est low profile. Il en parle presque peu pour lui. Il le fait juste pour mettre en avant Heroes. Donc, ce serait le parfait mec à inviter. Ok. Sur le podcast. Je te ferai l'intro. Super. Au plaisir. Où est-ce qu'on peut te retrouver, même si moi je te connais bien? Où est-ce que les auditeurs ils peuvent te LinkedIn retrouver? peut-être. Le qui spam LinkedIn. LinkedIn à balle. YouTube, que cette année c'est mon objectif là. YouTube Ok. à balle sur 2025. Donc voilà, à On va regarder s'abonner. sur les réseaux. Ça fait Merci plaisir. en tout cas d'être venu, Harold. Merci à toi le boss, ça a été beaucoup. trop cool. C'était le premier épisode et c'était super. Ça a été Et épisode 2. comme un boss. À très Vraiment. vite, mon gars. Ciao à tout le monde. Merci à tout le monde. C'était See You in the Ring, premier épisode. La suite à venir. Gardez l'œil du tigre.